Bonjour, bienvenue dans cette toute première vidéo du site lechemindupotager.com dans laquelle nous souhaitons vous donner les clés pour que vous puissiez démarrer très très vite votre propre potager. Donc qui sommes-nous? On va déjà commencer par ça. Eh bien je suis Sophie Le Cielour, une citadine qui retourne petit à petit à l'état sauvage. Si vous êtes gentil, je vous donnerai des photos. C'est surtout que je découvre le monde végétal. Moi, j'ai pas du tout été éduquée comme ça. J'ai été éduquée dans une famille qui avait un jardin ornemental, mais pas du tout de choses comestibles. Euh, voilà, j'avais aucune notion de comment jardiner, de comment on inscrit ça dans le quotidien, etc. Et puis, pourtant, j'en avais très 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 envie. Pour moi, c'était naturel, ça faisait partie de la nature humaine que d'être connecté au monde extérieur, au monde végétal, déjà pour se nourrir. Et puis heureusement pour moi, j'ai rencontré Christophe. Et puis Christophe, lui, il est né vraiment dans une famille rurale, dans un milieu rural. Et dès tout petit, il a commencé à expérimenter vraiment, déjà à observer son papa, à voir comment ça se passait, à transformer le jardin, à faire pousser ses propres plantes, etc. Et puis ensuite, il a aussi une formation en horticulture. Déjà, son cursus scolaire, ça s'est passé comme ça, plutôt dans l'horticulture. Après, il a eu une expérience de 12 ans en arboriculture, puisque sa famille était dans ce domaine-là. Et puis en 2006, je crois, il a démarré une production de fraises avec le BRF. Et c'était le tout début du BRF. Et ça a très très bien fonctionné, avec très peu d'arrosage et tout ça. Donc une belle expérience. Il était déjà très intéressé. Je parle de toi alors que tu es à côté, ça fait bizarre, mais très intéressé par la permaculture. Et voilà. Donc tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire aussi une certaine façon d'être autonome, off the grid, comme on dit chez les anglo-saxons, n'est-ce pas? Donc l'autoconstruction, etc. Là ici, c'est une maison ronde, voilà, qui a été créée en bois et en terre-paille. Et puis, du coup, petit à petit, tu t'intéresses toujours à tout ce qui est autour du végétal. Et du coup, tu fais pas mal de greffage de fruitiers également, etc., etc. Et aujourd'hui, nous expérimentons un jardin plutôt en milieu urbain, dans les jardins familiaux, une association comme ça. Donc sur plutôt une petite surface. Et puis, on a rencontré pas mal de gens avec des expériences différentes, certains qui débutent complètement. Et du coup, c'est un peu ça qui nous a donné l'idée de démarrer une école du potager. Alors comment on va vous aider? Eh bien, on va vous aider parce que justement, moi je n'y connais rien, donc j'ai un niveau 0 au niveau, enfin j'ai plus maintenant, mais j'ai démarré vraiment en ne sachant rien de comment créer un jardin. Et puis, au fur et à mesure de notre relation, ça fait un moment maintenant, et Christophe m'a transmis des choses. Et du coup, on a cette amplitude entre moi qui démarre de zéro et Christophe qui a une expérience quand même déjà très aboutie. Et c'est comme ça qu'on pense qu'on va pouvoir vous apporter vraiment des clés constructives et vraiment le déclic en fait pour démarrer aussi. Voilà, pour avoir la main verte. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Peut-être que vous ne voyez pas par où commencer. Ou alors vous avez déjà commencé et ça a été une galère. Peut-être que vous avez envie de comprendre ce qu'est la permaculture et puis comment on peut appliquer les principes de la permaculture, quel que soit le contexte dans le vôtre. Donc ce que nous allons voir ensemble, c'est déjà ce que les aïeux de Christophe lui ont appris, la permaculture et tout ce qui a créé ses principes à lui pour jardiner.
BOPS, je suis allée trop vite. L'observation de l'environnement, donc avec différentes choses à observer. Et puis enfin, ça nous emmène à pouvoir concevoir quelque chose, répondre déjà à vos propres besoins. Et ensuite, ça va vous permettre de créer votre propre modèle de potager. Alors, Christophe, je te laisse enchaîner sur les principes. Voilà. Qu'est-ce que tes aïeux t'ont appris donc? Oui, alors bonjour déjà, et comme tu me décrivais au début de cette vidéo, moi je suis né dans une maison en fait, c'était très rural quoi. Donc pour moi c'est naturel de cultiver la terre pour pouvoir produire ses légumes, pour pouvoir nourrir la famille. En plus on était une famille nombreuse donc c'était important en fait. Mes parents avaient des petits revenus donc c'était vraiment un côté vivrier de la terre était vraiment très présent. Alors, qu'est-ce qui, comme principe, comme clé, du coup, qu'est-ce qui t'ont donné? J'ai en observant mon père cultiver la terre, bon, il avait un motoculteur, donc bon, c'était un travail assez lourd. Bon, il y avait que mon père en fait qui faisait les travaux, hein, principalement de préparation, parce que ça demandait beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Ta maman, elle allait pas au jardin? Non, très peu. Ou pour les récoltes, Ouais. et pour c'est surtout dans la cuisine, quoi. C'était un peu le cadre, la femme à la maison et l'homme dehors au travail, Ouais, quoi. bah ouais. C'était ce contexte-là. Et je l'ai observé, voilà, faire. Pour moi, bon, c'était la base, hein. Pour moi, pour faire un jardin. D'ailleurs, les premiers jardins que j'ai commencé, je faisais pareil, hein. Je sortais la fourche. J'avais pas d'autoculteur, c'est un investissement, mais j'avais la fourche et bon, je retournais la terre en reproduisant ce geste que faisait mon père, de retourner la terre pour la mettre propre, pour pouvoir faire des cultures derrière. Et donc, ce qu'on a noté là, c'est, tu disais, donc ne pas remuer une terre humide, ça c'est quelque chose qui Ah, c'est très très important. Ah oui, oui, oui. du bon sens, Oui. ouais, mais En qui fait, est pas évident pour moi du tout, donc. non, 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 non. Non, en premier abord, on peut se dire, bon, on peut y aller quand on veut, mais en fait, chaque fois qu'on remue la terre, on bouge tout, en fait. La terre, c'est toute une structure, hein, avec différentes strates entre la surface ce qui est en profondeur. Et si on la bouge et il vient de pleuvoir ou qu'elle est trop humide, en fait, il y a une sorte de liquéfie, enfin, on liquéfie un peu, on déstructure vraiment tout ça, ce côté aéré qu'elle peut avoir, grumeleuse. Et qui la rend fertile en fait. Voilà, exactement, ouais. Mm. Et donc, des fois, le fait de travailler la terre hein, au mauvais moment, ça peut vous engendrer plusieurs mois d'une terre abîmée, en fait. Il faudra Oui. beaucoup de temps pour retrouver une structure correcte, hein, Alors pour autant, la terre, elle doit être aérée, donc quand il pleut pas ou quand la terre est pas humide, il s'agissait de faire quoi en fait? elle doit être aérée. En fait, oui, alors. En fait, dans le travail du sol, il y a la recherche, hein, c'est d'avoir un sol aéré, pour que l'oxygène et l'air puissent rentrer dedans facilement et que, notamment pour que les racines des plantes elles puissent se développer dans le sol. Ah, ok. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, il y a tous les engins mécaniques qu'on voit en ce moment, du tracteur aux jardiniers qui bêchent, ils essayent d'avoir une structure grumeleuse en fait. Ok. Et qu'on peut retrouver du côté de la permaculture en fait. Oui, en fait, il y a les mêmes besoins, mais la permaculture y répond différemment. Exactement, les plantes elles ont le même besoin, sauf que ça se fait naturellement par la vie du sol. Donc le principe de la permaculture, c'est bien c'est la culture sur sol vivant en fait. Exactement, en fait. Tous les outils qu'on peut utiliser, le tracteur, le motoculteur ou tous les outils à dents qui brassent la terre dans tous les sens. En permaculture, c'est les êtres, la vie du sol qui fait tout ça pour nous. Les petits vers de terre. Voilà, mais Et pas que. donc, on couvre le sol. Donc le sol, tu Oui, couvriras. Bon, j'ai mis ça de façon un ouais. peu. Alors ça, en fait, c'est vraiment très important que le sol reste couvert. C'est notamment pour protéger la terre des rayons du soleil qui peuvent le dessécher, et ça l'appauvrit. Des gouttes de pluie aussi, qui ont un effet très tassant.
C'est très perturbant pour la terre. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, oui, Oui, par oui, rapport à... ouais, Mm. on en revient à ça. Et il y a aussi le fait d'avoir un sol couvert, ça, c'est aussi une litière ça permet de nourrir le sol en fait. Mm. C'est la base de la fertilité, une des bases, un des grands piliers de la fertilité du sol. Alors après, j'ai mis tout l'an tu cultiveras, c'est-à-dire que dans permaculture, il y a le côté permanent, ça veut dire qu'il faut que dans la nature, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui pousse. Oui, oui, c'est ça, oui. Il y a sur un sol sauvage en fait, même si on va se balader que ce soit en forêt ou dans une friche, n'importe où, il y a toujours la plante ou l'arbre et les racines dans le sol. Ils sont Mm. toujours présents. Quand ils sont pas là, en fait, il n'y a pas de sol. C'est de la roche ou autre. Donc c'est ce que nos aïeux, entre guillemets, appelaient un sol propre, en fait, dans le potager. Bon, bah là, on voit que c'est plutôt un sol qui est sans vie ou avec moins de vie. Exactement, oui. Mm. Ouais. C'est un sol qui s'appauvrit, en fait. Dans un sol, le fait de vouloir nettoyer la terre, la mettre toute propre sans aucune plante, en fait, ça rend ça revient au désert, quoi. Ça revient à rechercher à avoir un désert. Alors que bon, moi, ce que j'ai compris dans ce que tu m'as expliqué, c'est que donc, là, et après, on me dit le vivant, tu favoriseras, c'est que bah, la terre, elle aspire toujours à revenir presque à l'état de Mmh. forêt. C'est l'état le plus fertile. Voilà, et dans les Et cycles. que, Oui, ouais, d'accord. oui, par différentes étapes, hein, mais en gros, si on touche plus un sol, il s'auto-fertilise de lui-même en fait. Naturellement, il passe par plusieurs étapes, hein. Ça, on passe si on laisse une terre à nu, ouais, ça va passer par la friche. Après, il y aura les ronces, les petits arbustes Mm, et la forêt primaire. Enfin, toutes les étapes pour arriver jusqu'à la forêt. mm. Et donc, bah, on a tout intérêt à favoriser la diversité, que ce soit au niveau des végétaux ou au niveau de ce qu'on appelle aussi les auxiliaires, enfin les petites bêtes, quoi. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, oui, plus il y aura de mixité, que ce soit des légumes entre eux ou même mettre des fleurs, des arbustes ou des arbrisseaux. Plus il y aura de valeur, de mixité, et plus votre jardin sera riche en fait, Et donc fertile. et fertile, Mm. et productif aussi. On cultive aussi pour se nourrir. Voilà, donc ça, c'était les principes. Donc moi, ce que j'ai retenu, en fait, bah, au fur et à mesure, moi, j'ai besoin, voilà, de d'avoir des clés comme ça, c'est que euh, bah, par le contexte et tout ça, peut-être aussi les générations au moment de la guerre ou après-guerre, etc., qui étaient dans une grande nécessité aussi de faire le potager. Du coup, on l'aborde différemment, mais c'était davantage par la contrainte et il y avait une sorte de rapport de force avec la nature. Il y avait toute cette valeur travail. Bien souvent, enfin moi je sais que ce qui s'est passé dans ma famille, c'est ça. Ils travaillaient dur à la mine et après ils rentraient chez eux et il fallait faire le potager. Enfin voilà, donc il y avait un côté contrainte et rapport de force avec la nature. Et aujourd'hui, peut-être aussi qu'un certain confort nous a permis de retrouver euh, le plaisir et surtout la permaculture pour moi Mm. c'est une coopération avec la nature. Et donc ça nous permet de nous sentir vraiment voilà, humains dans la nature. Enfin, pour moi, c'est une voie d'épanouissement, clairement. Donc, dans le schéma, tout à l'heure, je vous ai montré l'observation de l'environnement. Euh, Bah, on peut commencer par la terre, déjà. Oui, 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 bon, bah, comme faire un potager, c'est l'élément indispensable, hein. Et bon, bah, c'est bien de faire un état des lieux en fait. Après, ça peut être plus ou moins rapide, hein. Ça dépend de l'endroit que vous voulez créer votre potager. Mm. Mais c'est bien de jeter un œil pour savoir un peu, savoir sur quel sol, en fait, sur quel type de sol vous démarrez, sur ce qu'il y a entre ce que vous allez voir dessus le sol et un petit peu, vous pouvez gratter un peu pour voir ce qu'il y a dessous. Ouais, juste là, pour faire une parenthèse, au niveau de la terre, euh, moi, j'ai appris quelques trucs, là, enfin, en m'y intéressant un petit peu. C'est ce côté-là, même si j'avais vu ça à l'école et tout, mais c'est pas mal de s'en souvenir. Euh, la première couche, c'est la litière avec les débris végétaux. Ensuite, on a la terre arable ou l'humus ou la terre végétale qui va être vraiment fertile, hein, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et puis ensuite le sous-sol et en dessous le substratum ou la roche-mère. Bon.
C'est vrai. C'est bon, c'est ça. Ouais. Et donc, pour étudier vraiment la Terre, on peut prélever un échantillon, mettre dans de l'eau, dans un bocal, et au bout de 24 heures, on peut même mettre quelques jours, on va Mm. voir différentes couches comme ça. Mm. Alors pour faire pour faire cette décantation, alors il suffit juste de prélever vraiment franc avec une petite pelle à main de la Mm. surface jusqu'à la profondeur de la pelle en fait, hein. Une petite pelle à replanter, hein. C'est Ouais, pas c'est pas un gros truc d'un mètre de c'est pas la peine de profondeur. remplir une brouette et de mettre tout ça dans Mm. une baignoire, hein. Mm. C'est super accessible si ça vous donnera une bonne idée en fait de comment est fait votre sol. Mm. Alors là vous avez oui, puis là vous avez sur la petite image du pot, on voit les différentes couches en fait, des débris qui se déposent selon leur nature. Donc en fait, ce qui est vraiment riche, ce qui est intéressant d'avoir dans sa terre, c'est bah, tout. Oui, non mais D'avoir un peu de tout, c'est bien. toute terre est Mais bonne, mais après elles réagissent pas pareil en fait selon leur nature, selon les éléments qu'elles contiennent. mm, En ouais, gros, une terre, bon, c'est des choses qu'on pourra approfondir peut-être oui, oui, oui. une autre fois. Donc après, on peut observer aussi la flore par rapport à ce qu'on disait du retour à l'état de forêt. Bah, de voir, oui, sur à quelle étape vous est le terrain en fait. Si s'il y a des plantes qui poussent déjà, s'il y a rien qui pousse, faut se poser des questions, si c'est le bon endroit, ou enfin, si c'est tout sec tout le temps, ou qu'il y a que de la mousse qui pousse, bon bah c'est pas trop propice hein, pour faire un potager, pour démarrer. C'est qu'il y a peut-être un problème au niveau du sous-sol ou un problème d'ombre. Euh, Par contre, bon bah s'il y a des plantes qui poussent, qui se développent, c'est bon signe. Et bon, après, il faut voir quelles sont vos plantes. Si c'est si c'est une pelouse ou des plantes, on va dire des plantes herbacées, bon bah c'est un bon sol pour Alors démarrer. moi, le truc que j'ai retenu en fait, c'est si je veux faire un potager, je regarde ce qui pousse sur le sol et en gros, j'essaie de reconnaître la plante et de voir quel est son système racinaire. Oui, C'est ça. oui. Ça va me dire si mon sol il est compact, enfin de quoi il a besoin en fait. Oui, en fait, selon les plantes, les dominantes en fait. Les Parce qu'une plantes. plante qui a une racine pivot, enfin qui va être très profonde et assez costaud comme ça, elle est là vraiment pour décompacter le sol par exemple. Oui, Donc ça veut dire que le sol a besoin d'être bah, aéré justement, c'est ce qu'on disait. oui, c'est ça, ouais. C'est possible Voilà. que c'est un sol qui ait subi un traumatisme. Soit c'était des outils, des charrues ou des tracteurs qui venaient qui ont trop ont tassé la terre. Ouais, ou que ça a été un point de passage. Un point, oui, où des Mm. véhicules sont passés, ou même des Mm. fois après les constructions des lotissements, il y a eu beaucoup de travaux autour des maisons et la terre elle peut avoir été abîmée en fait Oui, par c'est tous les ça. engins. Ouais. Ouais, ou Il peut y avoir un qui. petit peu de terre végétale posée dessus, mais en profondeur, c'est vraiment très tassé. Mm. Donc ces plantes, en fait, elles viennent là Bah, pour décompacter ce sol. mm. Voilà, c'est un exemple de pourquoi c'est intéressant d'observer la flore. Oui, Après, la faune, c'est pareil. Ça nous indique bien si le sol il est vivant ou pas, quoi. oui, je pense que c'est bien. Enfin, c'est surtout après quand le potager vous allez le faire pousser, que vous allez rencontrer. S'il y a beaucoup de faune, vous allez peut-être voir des mouvements dans votre jardin. Ça peut être petite surprise si vous êtes en milieu rural, ça peut être des sangliers qui viennent vous voir, ou des chevreuils. Bon, bah On va pas ça, leur faire peur. faut être restant. Après, souvent, il y a des problèmes, ça peut être des mulots ou des souris en fait qui viennent faire des galeries dans votre potager. Donc ça peut être intéressant pour drainer, mais bon, bah, quand on sème des carottes ou des légumes racines qui disparaissent, ça, c'est un peu plus difficile pour cohabiter avec eux. Ouais, mais il y a des solutions. Faut quand même pas que ça vous bloque en fait dans votre démarche. Non, non, il suffit de mettre un chat ou deux et c'est réglé. Un Et chat il y a ou toujours une deux ou des solution, plessis ou voilà. oui, Après, on peut observer aussi, bah, bien sûr, les zones humides, les zones sèches, voilà. Alors, le relief. hmm. Alors ça, ça peut être ces observations à plus long terme pour être sûr à peu près. Enfin, moi je dirais, faut presque les gars faire observer pendant un an presque le terrain, hein,
pour bien différencier ces deux zones-là, mais autrement, selon les plantes qui poussent, vous pouvez déjà avoir une idée en fait. Oui, puis encore une fois, ça ne peut, enfin, c'est pas pour vous bloquer dans votre démarche de démarrer un potager cette année et même Non, pourquoi pas demain. il n'y a pas d'urgence. Par contre, il y a des zones, voilà, si vous avez une zone où vous avez un doute, ou qu'il y a plein de joncs qui poussent, ou des roseaux, faut éviter pour démarrer, quoi, parce que là, vous êtes clairement dans une zone qui risque, où l'humidité risque de stagner. Mm. Alors donc les zones ensoleillées, les zones d'ombre aussi. Oui, Bon ça, je pense que c'est assez logique pour tout le monde. Et connaître l'orientation du jardin aussi, tout simplement. oui, Euh, c'est ça l'orientation, on est dans le relief un peu, enfin, c'est au niveau de la pente. ouais. Donc un Mm. jardin, si la pente elle est orientée vers le sud, vous allez avoir un terrain qui va se réchauffer très rapidement, mais qui peut sécher très rapidement l'été aussi. Mm. Par contre, si vous avez un terrain qui est orienté nord, selon la région où vous vous situez, si vous êtes dans le sud de la France, ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être pas mal. Il fait assez chaud tout le temps là-bas. Par contre, sur la moitié nord de la France, dans les zones plus froides, bon bah ça va être Plus plus long. délicat en fait, Mm. hein, pour pouvoir faire des cultures, hein. Et puis, alors, on a mis aussi le voisinage parce que il peut y avoir des grands arbres à côté. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à côté euh, qui influence la vie, enfin, le développement du potager, c'est ça? Ou Oui, vous avez ça, mais si vous avez des choses qu'on n'y pense pas forcément, c'est si vous avez des lampadaires à côté du jardin, ça peut ouais, influencer un peu les légumes, mais beaucoup les insectes. ouais. Ça peut être très gênant sur les insectes, et c'est assez. Ça peut être. Ouais, il y a des endroits où ça peut créer beaucoup de troubles, enfin, de ce côté-là. Alors encore une fois, c'est pas pour vous bloquer ou vous dire ah bah il y a un lampadaire à côté, je peux pas. C'est pas ça. À chaque fois, après, il y a des solutions possibles. Il faut juste s'adapter en fonction de ce qui existe. Oui, voilà, ouais. Et Mm. c'est faire avec l'existant. Voilà. Donc ça nécessite un moment d'observation comme ça, qui peut se faire au fur et à mesure. C'est pas obligatoire pour se lancer. De toute façon, l'expérience sera toujours meilleure que l'observation, voilà, mais c'est un peu plus long. Donc on Et, peut mixer les deux, observer d'abord, mm. expérimenter, et voilà. Et c'est bien de garder le fil, en fait, d'aller dans la direction de bonifier un endroit, en fait, de le rendre plus beau que quand vous êtes arrivé dessus. Ça, tout le monde peut le faire, en fait. Et ouais. Alors, vous voulez concevoir votre jardin. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est bien sûr, c'est quel est votre pourquoi. Est-ce que c'est pour être autonome au niveau de la nourriture, des légumes et des fruits? Est-ce que c'est dans le but d'éduquer vos enfants, peut-être, de montrer l'exemple, qu'ils aient eux un exemple de personnes qui font pousser leur nourriture? Est-ce que c'est carrément pour partager, c'est plus que l'autonomie pour votre famille, c'est pour partager, voire peut-être pour un projet professionnel? Donc tout ça, ça va avoir forcément un impact sur la façon dont vous allez concevoir votre jardin. Alors c'est quel est le profil du ou des jardiniers? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous faites ça en couple, en famille? Voilà, c'est pareil ça va déterminer aussi peut-être la surface ou comment vous allez agencer les choses. S'il y a des besoins au niveau de la mobilité pour un confort particulier, tout ça, ça s'étudie bien sûr avant. Ou dans quelle région, quel environnement, quel est le climat et puis quels sont les microclimats, c'est-à-dire vraiment dans votre jardin par rapport à ce qu'on a observé tout à l'heure, les zones d'ombre, les reliefs, etc. Ça crée aussi des microclimats. Euh, les microclimats, on peut aussi en créer dans le jardin. Voilà, donc où c'est important. Le quoi, tout simplement, qu'est-ce que vous avez envie de récolter, qu'est-ce que vous avez envie de manger ou de voir dans votre jardin. Le quand, en fait, pour nous, c'est maintenant. Il y a toujours un premier pas qui est possible, quelle que soit la saison, et même en hiver. Oui, Hein, oui, t'es oui, d'accord? oui, je confirme. On peut commencer à tout moment un jardin.
Après, on commence différemment selon la saison, mais on peut toujours commencer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que si vous avez très très envie de faire votre potager, bah, vous pouvez commencer dès ce soir ou dès demain, déjà ne serait-ce qu'en répondant à ces questions, à ces petits points, vous allez déjà commencer la conception de votre jardin. Et vous aurez avancé à la fin de cette vidéo. Et le comment, bah, c'est voilà, les semis en intérieur, en fonction du quoi, de ce que vous voulez récolter. Est-ce que ça va être des semis en intérieur? Est-ce que ça va être en pleine terre? Est-ce que vous voudrez faire vos propres semis ou peut-être acheter vos plants ou en demander peut-être à des amis qui font leur potager. Et puis le comment, c'est aussi quels sont les outils utiles. Donc voilà, là, vous devez avoir déjà euh, une vision de votre modèle de potager, celui qui vous convient. Vous pouvez déjà imaginer peut-être une surface, peut-être des quantités dont vous avez besoin, comment vous envisagez, enfin à quel emplacement vous envisagez de le faire. Voilà. Mm. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, eh bien, il y a un groupe Facebook, Le Chemin du Potager. Et puis sur le site aussi, vous pouvez nous contacter via les formulaires. Donc le cas pratique ou l'itinéraire technique, enfin bref, l'exemple de ce qu'on a fait cette année dans le jardin plus urbain. Voilà, on est parti de là. C'est ça, une Ouais. belle terre qui a été... bon, là, on est juste en sortie d'hiver, quoi. Ouais. On va être au mois de février. Et puis bah voilà, c'est le principe. En fait, là on est dans le cadre d'une association. Donc à chaque fois qu'un nouvel arrivant prend un jardin en main, et il doit partir de zéro. Donc comme ils disent, ils le nettoient. Donc ils enlèvent tout ce que les précédents ont fait. Mm. Et donc on se retrouve à partir d'une terre nue. Mm. Oui, c'est des pratiques un peu... bon, il y a beaucoup de pratiques anciennes encore. Mm. Donc voilà, un terrain propre, c'est un terrain nu, en fait, où la terre est apparente. Bon, bah, on est parti là-dessus. On fait... Vous aurez compris que c'est pas notre vision des choses en fait. Voilà. Mm. Vous allez voir après, par la suite, l'évolution. Donc tout d'abord, Oui, on s'est attelé à faire un plan du jardin avec avec les plates-bandes, les allées, et commencer à savoir où c'est on allait disposer les premières plantes, les vivaces. Donc ça, c'est assez, je pense que c'est assez important d'essayer de faire un schéma comme ça ou un dessin. Après, vous faites comme vous voulez. Là, c'est un petit dessin fait assez rapidement. mais je me souviens quand on a visité le jardin, bien sûr, donc on a repéré que le sud était plutôt par là. Hein, Voilà. je me trompe pas. Hein. Oui. Le nord par là. Voilà, que les vents allaient plutôt arriver peut-être de par là, parce que nous on est dans l'ouest de la France, dans un coin où c'est souvent des vents d'ouest hein, quand même, non? Oui, assez, Il faut ouais. me corriger si je dis des bêtises. Assez souvent. Bah, Mm. si, on est en climat encore océanique, hein. Et voilà, donc et puis bah là c'est un chemin vraiment où tout le monde passe. Il y a un portail par ici et puis bah tout le monde passe par ce chemin-là. Donc voilà. Et puis bah le cabanon qui est ici. Donc euh, je me souviens, première décision, on s'était dit tiens on fera plus des petites salades par là. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais. En fait, c'est la seule zone qu'on a gardée les parties claires, en fait, c'est les plates-bandes, hein. C'est là qu'on fait les plantations. Et il y a juste cet espace-là qu'on a choisi de garder des plates-bandes droites. Vous voyez, par rapport au reste, hein, où il y a des courbes partout. Là, c'est les plates-bandes qui sont droites pour pouvoir mettre les tunnels en plastique. C'est plus facile. Donc effectivement on avait mis on a mis un tunnel ici, Voilà. sur celle-ci. Ouais. Et il nous sert en fait en culture, en primeur pour l'hiver en fait, c'est pour avoir les salades et avoir des petits légumes d'hiver ou hors gel, enfin ou pratiquement hors gel, hein, et pour l'été, on garde le plastique aussi parce que ça sert pour les plantes qui demandent vraiment beaucoup de chaleur.
Mm. On l'a installé et il y a eu des melons en fait à cet emplacement-là. Et donc, quand on parle de tunnel, pour ceux qui, comme moi, partent de zéro, ce sont des arceaux en métal sur lesquels on vient placer un plastique transparent. Et puis, tout ça, c'est fixé avec une Mm. ficelle. Oui, le petit chenil maraîcher en fait, hein. Ouais, tout simple. C'est le petit Mm. tunnel qui fait 1 mètre 20 de large par 80 cm de haut, pas plus. Voilà. Donc voilà, ça c'était le dessin. Alors après, c'est une photo qui est pas forcément terrible, mais c'est la photo en fait Google. Et donc vous voyez que ben, on a réussi Bon, à matérialiser quand même la forme qu'on voulait au départ. Donc le tunnel, il est là. Voilà. on voit tout bien, Quel- clairement toutes les plates-bandes et toute la végétation en fait, hein. Bah, les plates-bandes sont remplies sous ces verres presque partout, Mm. Voilà pratiquement ce que ça partout. donne. Alors, ouais, on voulait faire aussi un petit point sur les outils qui peuvent être utiles, mais encore une fois, si vous ne les avez pas, je vois par exemple le plantoir. Bah voilà, c'est peut-être un peu roots ce que je dis, mais vous pouvez commencer avec une cuillère, hein. Oui, oui, C'est c'est pas, aussi. enfin voilà, faut pas non plus se bloquer parce qu'on n'a pas les outils. Quelquefois, Mm. c'est un peu ouais, des prétextes pour pas se Mm. lancer, mais vraiment, faut pas que ça vous mette des blocages supplémentaires. Oui, puis vous avez tout niveau de prix par exemple, pour le plantoir. Bon là c'est un plantoir un peu haut de gamme, hein. Vous en avez pour quelques euros, vous avez un plantoir. Oui, là, il est un peu classe. C'est très accessible, hein. Alors, le griffoir. Le griffoir, oui. Alors ça c'est un outil, c'est le seul outil qui sert, enfin, c'est l'outil qui sert pour préparer les semis à tous les endroits en fait, pour préparer la terre. Il y a juste un petit coup de griffe qui est passé en surface. Vous verrez un peu plus loin, mais il suffit d'écarter le paillage, on passe un petit coup de griffe et le semis est fait en fait derrière. Et on peut repasser un coup de griffe pour mélanger les graines à la terre. Voilà, sans retourner la terre, hein. Surtout pas, non, que du griffage. Et après, bon, le sécateur, ça peut servir pour ramasser les courges, c'est pratique parce que C'est costaud. ouais, ça peut être très dur ou pour d'autres, si vous avez des fleurs, vous pouvez faire des bouquets ou pour entretenir les petits arbustes que vous avez autour. Tailler, ouais, tailler les Oui, rosiers. Alors, moi, ce que je dis, j'ai mis les outils à bras parce que moi, ça me parle. Voilà. oui, alors vous avez les outils pour aérer un peu la terre, pour décompacter légèrement la terre en bas. C'est la gurlinette et la fourche, ou fourche bêche. Alors c'est des outils en fait qui sont souvent utilisés, on les utilise pour soulever la terre ou pour la retourner des fois, même là avec la grelinette, mais en fait c'est pas vraiment le bon mouvement. Même avec la grelinette, si on la tire, qu'on la pique dans la terre droit et qu'on la tire en arrière trop fort pour soulever la terre, ce qu'on peut se dire, pour essayer de reproduire le geste de retourner la terre, en fait, on essaye de refaire ça, mais c'est pas ce mouvement-là en fait qui est correct. La grelinette, elle doit être en fait, bon, je vous montrerai ça sur une autre vidéo, mais il suffit de la piquer comme là, elle est placée en fait dans la terre et de la pousser en avant. En Oui, fait, juste vraiment pour aérer, en c'est fait. juste pour écarter des couches de terre en Ouais. fait. Ça suffit déjà pour aérer, pour décompacter un sol. On peut faire le même mouvement avec la fourche bêche. C'est-à-dire que cette façon, enfin voilà, je suis une femme, donc cette façon de jardiner est quand même beaucoup plus accessible pour les femmes aussi. Bah Parce oui, qu'il n'y a pas, voilà, encore une fois, quand je disais, voilà, on n'est pas dans un rapport de force avec la nature. Donc ça correspond aussi plus à une approche féminine de par bah voilà, notre façon de, notre constitution tout simplement. ah oui, oui. Puis l'objectif en fait, c'est que de rendre les cultures, là, je dirais, c'est un peu comme maintenant une femme sur un bateau en fait, hein, c'est adapté pour, elle peut naviguer tranquillement sur les bateaux. Tout est adapté pour elle, tous les outils sont adaptés, il n'y a aucun effort à faire. Quelque chose Je vois pas le rapport moi, mais bon, d'accord. Oui, mais c'est On va pas rentrer dans ce débat. c'était une petite parabole, mais Merci mais pour cette pour si vous parabole. êtes une femme, vous pouvez faire un jardin, il n'y a pas de souci en Oui, fait. voilà, moi c'est ça que je voulais dire, Même c'est un enfant, que il peut créer un jardin ouais, très facilement en fait. j'ai envie de dire même la logique
en permaculture. Enfin, voilà. Moi, ça me parle beaucoup plus. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais enfin, ça me parle beaucoup plus que le motoculteur, etc. Enfin, bref. Donc, après, le croc à fumier. Oui, alors ça c'est un peu, bon, ça revient un petit peu comme au griffoir au-dessus, hein, mais en version plus grande. C'est pour gratter un peu des plus grandes surfaces, pour préparer des plus grandes surfaces de semis, Ouais, ou pour le paillage aussi, non? pour écarter le paillage des fois, ou pour l'étaler, Ou le ça peut placer. servir. Vous avez une Mm. griffe à 3 dents aussi juste en dessous, Ouais, moi, je préfère ça, un en peu fait. c'est à peu près l'équivalent, mais avec les dents décalées. Bon bah, dans tous les cas, c'est des outils en fait à dents, hein. Ils servent juste pour remettre le sol en surface, enfin pour gratouiller quoi, mais pas plus quoi. En fait, quand on laisse une terre à nu, ce qui est possible quand même au début, quand on démarre, on n'a pas Oui, forcément tout de suite du paillage. Et là, ce qui s'est passé, par exemple, pour le jardin dont on vous parle là, c'est qu'on n'a pas eu du paillage tout de suite. non, non, non. Et en même temps, ce que tu me disais aussi, c'est qu'il fallait que la terre se réchauffe un peu. Oui, c'est ça Donc, en fait. mais du coup, il y a comme une croûte, ce qu'on appelle une croûte de battance qui se crée sur le dessus. Voilà. Mais quand on laisse une terre à l'air et ou aux intempéries en fait, dès qu'il pleut sur une terre à nu, il y a une croûte qui se forme en surface. Et ça, c'est pas bon pour ce qu'on veut en fait, pour la fertilité du sol et tout ça. Puis bon, Donc c'est pratique avec cette griffe à 3 dents de juste voilà mm, planter des petits coups pour sans tout bousculer, mais juste faire un mouvement pour planter les 3 griffes comme ça, les bouger très légèrement sur la surface pour casser cette croûte de battance. Voilà. oui, Mm. très bien expliqué. Merci. Ensuite, bah, la pelle à planter. Oui, Pas bah plus. ça, ouais, bon, elle peut être utile pour faire les allées. Si vous voulez remonter un peu ou remonter un peu le niveau de la terre sous vos plates-bandes, donc, bon, bah, pour gratter récupérer Ouais, on la va vous couche montrer. de terre sur les allées, Mm. pour la mettre sur les plates-bandes, bon bah sans pelle, c'est pas évident. Avec le plantoir, vous allez passer du temps, quoi. Bon, des fois, faut être raisonnable, faut avoir quelques petits outils adaptés, quoi. Ouais. Et le balai à feuilles, bah voilà, Bon, ça, l'ami du paillage. voilà, pour récupérer le paillage, c'est récupérer du foin, des feuilles, enfin toutes sortes de matières organiques pour mettre dans votre jardin, c'est très pratique. Alors, des contenants aussi. Encore une fois, c'est pas obligatoire et c'est pas obligatoire d'acheter. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se récupérer et je pense notamment à ces petits seaux-là. Toi, t'en Oui, tous les as. seaux, oui. Moi, j'étais enchaîné dans les restaurants, dans les restos rapides ou dans toutes sortes de restos, ils travaillent souvent. Ah bah, ils ont exactement, c'est des seaux comme ça pour la crème fraîche Ouais. sur les pizzas, par Oui, c'est exemple. ça, voilà, voilà. Donc ça, eux, ils en ont plein. Donc ça, on a pu en récupérer un bon Ouais, paquet, hein, et c'est très pratique. ouais. Autrement, on en trouve. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous avez voir. Après, vous avez peut-être envie d'un truc beaucoup plus, voilà, Plus je sais esthétique, pas, plus un esthétique, plus joli panier. bucolique, un beau panier, ouais, Vous pouvez vous tresser votre panier, hein, ça c'est la tant classe. mieux. Mm. Oui. Et en plus grand, vous avez la brouette. Ouais, Là, boss. après, c'est ça, adapté selon le jardin, en fait, hein. C'est pas forcément nécessaire. Mm. Mais rendu à une certaine taille de jardin, qu'on est au-dessus de 100-150 mètres carrés, c'est quand même pratique d'avoir la brouette. Et puis, tout dépend aussi de l'accès au jardin que vous avez. Euh, Par exemple, moi j'étais contente de la trouver pour transporter un peu de broyat dans des grands sacs là comme ça. Mais à sortir de la voiture, j'ai préféré mettre dans la brouette et faire les voilà. Ouais, Il y avait quelques dizaines de mètres à parcourir. Bon bah c'est aussi bien avec la brouette. On ouais. peut faire sans, hein, c'est pareil, il suffit de prendre le temps hein, des Oui, fois, c'est mais ça, oui, on fait 2 ou 3 tours, hein, à la place de faire un tour de brouette, hein, mm, ça après c'est à eh bien, chacun de c'est vous qui s'équiper verrez. selon. Voilà. Bidon récupérateur d'eau, de Oui, pluie. Bon bah ça c'est quand même. oui, maintenant, ouais, c'est bon, avoir un point d'eau à côté du potager, bon, bah, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé quand même. Parce qu'il y a toujours un moment qu'on peut avoir besoin de l'eau, soit pour démarrer des semis ou Mm. en cas de sécheresse. Enfin bon,
c'est bien de toujours avoir un peu d'eau quand même disponible. Alors ça peut être des bacs de récupération d'eau si on peut, qui peuvent être branchés sur des gouttières ou un puits. Alors voilà, vous êtes tranquille si C'est vous avez un l'idéal. puits. Oui, Mais bah ça c'est pareil, ça peut se récupérer, des grands toutes bidons comme sortes de ça. bacs. Oui, bon, sur les sites de petites annonces, hein, on trouve toujours des petits bidons Mm. de différentes tailles, voire des plus grands, des petits bidons un peu cubiques là, de 1 mètre cube. Alors après, évidemment, faut On va vous vérifier, renseigner ce qu'il y avait dedans voilà, avant. faut vérifier ce qu'il y avait Ouais, dedans avant, les résidus qu'il peut y avoir, hein. voilà. Ce serait embêtant Souvent, de polluer votre jardin. si vous pouvez aller vers ouais, vaut mieux trouver des cuves où il y a de, de- issus d'usines alimentaires en fait. C'est moins de risque d'avoir des poudres de reste, des résidus toxiques dedans. Ouais. Autrement, il faut qu'ils soient bien rincés, quoi. Ouais, mais non. Hmm. Alors, après, un arrosoir, ça c'est Oui, voilà, oui, le petit arrosoir. tuyau d'arrosage, si vous avez un point d'arrivée d'eau. Oui, et puis éventuellement, ouais, il n'y a pas dessus, mais une petite pompe électrique Ouais. Mm. ça va aussi avec le tuyau d'arrosage. Vous avez un puits. Bon, moi, ça après, ça coule de source, hein, si vous avez. Mais quel joli jeu de mots. Oui. Alors donc, ensuite, un bac à semis. Alors ça, oui, c'est pour préparer vos plants en fait. Après, ça dépend du choix qu'on fait, hein. Si on a une jardinerie à côté ou on n'a pas le temps de préparer ses plants, bon, bah, on peut tout acheter directement. Mais bon, nous, pour notre jardin, on a choisi de tout faire nos plants en fait. Ouais, puis c'est vraiment un côté, c'est le côté merveilleux aussi du jardin, c'est de voir, de Mm. voir pousser ces semis. Franchement, c'est sympa. Si vous pouvez le faire, hein, C'est le plus. Et il y a un côté, en fait, en plus, ce sont des graines en fait que l'on récupère d'une année sur l'autre. On laisse tous les ans des plantes, on sélectionne nos légumes, nos plantes qui poussent ou qui ont bien poussé ou qui ont des caractéristiques qui nous plaisent. Mm. Donc on sélectionne nos graines et on les ressème d'une année sur l'autre. Voilà, parce que la graine, elle va avoir toute la mémoire du sol et elle va s'être adaptée Et aussi. voilà, elle s'adapte au Donc, sol, au climat et à nous aussi, à ouais. notre façon d'être cultivé. Mm. Donc c'est un tout en fait. Et en faisant comme ça, en ressemant en récupérant ces semences et en les recultivant tous les ans, on a des plantes de plus en plus belles en fait. Et qui nous ressemblent, enfin qui nous ressemblent, qui vous ressembleront aussi quoi, Oh, c'est qui beau. seront adaptés pour vous. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça mon bac à semis Et et, donc euh, des petits et godets bon, des pour... godets, ça se trouve très facilement. Il y a même des rouleaux de papier toilette, des cartons qui y a à l'intérieur. Moi j'aime bien m'en servir, c'est pour faire mes plants de salade en fait. Je les coupe en deux et je les compresse avec du terreau. C'est pareil, je montrerai ça dans une vidéo, comment faire. Ouais, ça c'est Et super pour les pratique. salades, pour faire des plants de salade, c'est très pratique. Et après, il y a juste à les mettre en terre et c'est parti. Et c'est parti. Alors des cartons, ça dépend aussi d'où on part. Enfin, Oui. quel est votre terrain à la base? Si vous avez un terrain en pelouse ou en herbe, Oui. les cartons, ça peut être pratique. Alors c'est pas obligatoire un carton, hein, mais nous, on s'en est servi cette année. C'était pour couvrir toutes les allées en fait. C'est ce qu'on a eu. On a posé les cartons partout pour pas que l'herbe pousse. Ça c'est un effet désherbant génial en fait. Partout où vous mettez des cartons, il n'y a rien qui pousse. Même toute l'année, vous serez tranquille au moins pendant un an, quoi. Le temps que le carton il se décompose. Mm. Alors après, nous on choisi de la mettre dans les allées et de couvrir avec du broyat de bois. Et ça nous a fait des allées propres Tout de suite, ouais. tout de suite, hein. Mm. Et propres en plus. Donc Mm. c'était vraiment génial. Mais ça peut se mettre aussi sur les plates-bandes si vous cultivez vraiment à plat. Vous pouvez mettre les cartons directement sur les plates-bandes que vous les cultivez et par-dessus vous mettez une couche de paillage, soit du foin, de la paille ou Mm. autre. Et vous avez un terrain qui est prêt à être piqué en fait. Vous pouvez déjà commencer à planter vos légumes dedans. Pour Mm. les semis, non, c'est trop tôt, mais pour les replanter des légumes, c'est possible. Des plants, oui, c'est bon. Oui, Et donc voilà, si vous partez d'un terrain en herbe, oui, terrain enherbé, ouais. bah, Ouais. que vous voyez à peu près quelle surface vous voulez, vous pouvez déjà étaler des cartons. Après, ça dépend du moment dans l'année
Bon, ça peut se faire aussi. pratiquement tout le temps. Ouais, Voilà. le carton, ouais, ça, cette méthode, elle peut se faire. Évidemment, faut lester, mettre des pierres ou du bois dessus pour pas que ça s'envole, Oui, que les cartons restent bien stables et puissent faire leur effet de, bah voilà, dégradation de l'herbe qui cesse de pousser en fait aussi. oui, c'est ça. Bah, ça va avoir un effet désherbant sur Mm. toutes les plantes annuelles. Après, bon, il y a certaines vivaces qui peuvent être un peu coriaces, Bah, qui peuvent faire leur encore, travail. voilà, qui peuvent Donc, revenir un petit peu. Mais faut- Mm. bon, après, c'est quand vous posez des cartons comme ça sur une pelouse, au bout de quelques mois, même au bout d'un mois et demi, 2 mois, dessous la terre, vous avez tout le système racinaire qui est décomposé et vous avez une super terre en fait. Ok, et donc aussi une bâche foncée de préférence. Oui, ça, ouais, c'est une autre façon pour préparer des grandes surfaces en fait. De mettre une bâche noire assez épaisse sur le sol. Donc là, c'est un effet désherbant. Si ça, on la met en plein été, bon, ça désherbe par la chaleur en fait. Mm. Ce côté thermique, et il n'y a plus de lumière, donc les plantes dessous, elles brûlent un peu. Mm. Et ça peut servir aussi, Au printemps aussi, nous on l'a utilisé un peu sur une plate-bande. là ici, On s'en est servi en fait, c'était juste avant de planter, avant de mettre des patates. parce que ça réchauffe la terre. Voilà, Mm. comme c'est une bâche noire en fait, oui, en effet, maintenir la terre au chaud et en plus, ça, des fois, s'il y a beaucoup de pluie, de pluie, ça évite que la terre soit détrempée. Mm. Donc là, sur cette photo, on est en fin février, début mars. Et c'est ce que Christophe vous disait tout à l'heure. Là, ce sont donc les allées. Oui, Donc, qui commence à être. donc on ne voit pas les cartons, mais on avait mis des cartons et du broyat par-dessus. Oui, Donc on a dessiné un peu comme ça le jardin. Donc tu avais effectivement ramené la couche de terre des allées sur les plates-bandes. oui, C'est pour ça que ça donne ce c'est relief-là. légèrement, oui, C'est voilà. un léger relief. Oui, puis les allées commençaient à être un peu tassées un peu par les passages, donc Oui, puisque du coup, on avait décidé dessiner assez vite. oui, Bah, enfin, oui, tu les as dessinés à la pelle, en fait. Faut dire ce qu'il y est, tout de suite. oui, oui. Ouais, bah, bon, j'avais un plan, bon, T'as appliqué ton plan. j'avais un plan dans la Mm, tête en fait, hein, mm, je voyais le mm, rendu déjà. Bon, j'ai l'habitude hein, de faire ça, mm. mais Mais c'est une façon, voilà, vous pouvez faire comme ça euh, assez facilement. et là, en fait, c'est dessiné, mais on a choisi de suivre les contours de la parcelle. Mm. C'est ça en fait qui a donné la forme ça fait un petit mandala un peu. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on semait ou plantait quelque chose, on mettait un petit peu de compost. Oui, Alors, bah, pour nourrir, mais aussi pour bah, repérer l'espace que prendrait la plante, c'est ça. oui, oui, c'est ça, ouais. Donc là, il y a du compost. Et puis là, ce qui est plus clair, en fait, c'est du sable, puisqu'on a semé des carottes à ces endroits-là. Mm. Voilà. Donc, bah, ça fait des petits dessins, donc c'est plutôt agréable, c'est Oui, plutôt bon, rigolo. on s'est amusé, hein. Ça, c'est important aussi. Puis ça rendait vraiment, c'était vraiment très joli. Dès le début, là, il n'y avait pas grand-chose qui poussait encore. Bon, vous voyez, il y a juste des cardes, les petites plantes vertes. Et Ouais. on t'a passé. Ok. Ah bah oui, pardon. Et donc là, on est toujours fin février, début mars, mais c'est pour montrer le parallèle en fait de ce qui se passait en intérieur. Voilà, il y a la Donc là, préparation toutes les plantes en fait. Là, il y a tous les semis de tomates il y a une partie qui sont encore en terrine en fait, qui ont été semés, qui sont en train de lever. Il y a une première partie qui était repiquée dans des godets ou dans des pots ouais. Et puis au-dessus bah, du chat. il y a le chat. Alors le Oui, c'est ça. chat, c'est pour vous indiquer que c'est un endroit qui est, Il faisait assez chaud. voilà, qui est bien chaleureux. Oui. Et c'est une fenêtre qui pratiquement où elle est côté sud-ouest en fait. Donc elle reçoit beaucoup de lumière, hein. Alors ça, nous, ouais, ça c'est un choix qui a été fait, hein, c'est de préparer tous les plans, comme je disais tout à l'heure, de préparer beaucoup de plans, faire les semis et toutes les plantes soient mises en pot ou en godet. C'est pour gagner après, c'est pour comment dire, c'est pour gagner de la place
la place sur le terrain en fait. Pour qu'il y ait toujours des plantes l'objectif c'est qu'il y a de toujours avoir des plantes en godet qui attendent d'être piquées. Il y a toute une préparation. Et comme ça, dans votre jardin, après, chaque fois que vous faites une récolte ou qu'il y a une plante qui arrive en fin de cycle ou qui va disparaître, vous mettez une autre plante à la place pour occuper toujours tout l'espace. Ouais, là, c'est quand on veut optimiser Voilà, c'est pour un jardin hyper ces productif, récoltes. hein. Ouais. Parce que nous, c'est notre objectif, en fait. Donc là, l'exemple qu'on vous montre, c'est ça. Oui, c'est pouvoir produire le plus de légumes sur la plus petite surface avec le moins d'efforts en fait. Disons-le. Oui, Donc ensuite, début avril, euh, en intérieur, voilà. Donc ça, oui, ce bon, il y a sont les d'autres, semis de mi-mars, de salade. voilà, d'autres semis qui s'enchaînent. Là, les choux. Ouais. Oui. Et puis en extérieur, donc ça donnait ça, les petits plants de fraisier, les oignons. Et puis bah là, les radis. Voilà. Oui. Une petite pousse d'une semaine de radis. Ça, c'était début avril. La fin avril, donc première récolte de radis, c'est Oui. toujours très satisfaisant. Alors ça, oui. Oui. Ça, C'est vous allez bien voir, sympa. si c'est votre premier potager, vous allez commencer les premières récoltes, même si elles sont toutes petites, même si les légumes sont pas très jolis, ce sera les meilleurs légumes que vous aurez jamais mangés en fait. Mm. Parce que c'est vos légumes. Mm. Et puis donc bah là, la petite salade qui pousse bien. Et bah, Et au-dessus, ouais, les plants fin de courge avril. qui se préparent Ouais. pour, pour être mis en terre. Pour être piqué début mai en fait. Voilà. Le mois de mai, c'est là qu'on plante. Il y a beaucoup de plantations des plants d'été en fait. Donc les courges, les courgettes, les haricots, les tomates. C'est un moment qu'il y a beaucoup de plantations parce que c'est normalement, bon, après la météo elle change, hein, ça dépend où vous habitez. Normalement, à partir de mi-mai, il n'y a plus de gelée. Bah, c'est enfin, voilà, la fameuse histoire Il y des a seins de il y a glace, les là. seins de glace le 12-13, Mm, 11-12-13. mm. Mais bon, après, vous pouvez commencer à replanter, faire des essais. Vous pouvez essayer fin avril, hein, mettre des tomates donc, si vous avez de quoi les protéger, c'est possible. Mm. Oui, parce qu'il n'y a pas non plus forcément une gelée au moment des seins de glace. Non, Mais non. Puis depuis quelques années, il y a un coup de froid souvent il y quand a même. souvent un coup de froid. Alors, j'ai remarqué, moi, c'est mon expérience, hein, c'est souvent s'il y a un coup de froid fin avril, on est tranquille après au mois de mai. Ces dernières années. Voilà, Après, ça fait 3 ans que je remarque ça. Bon, après les années, ça change, hein. Le climat, il évolue très vite, donc ouais. voilà. Je t'ai coupé la parole. Non, mais c'est bon, non, continue. Alors, début juin, voilà ce que ça donne. Donc, ici, les plants de tomates, Oui. les salades, et puis alors les Ouais. haricots, je sais pas trop. Les haricots, on Ouais, les voit pas on les encore voit pas en fait. encore, hein. C'est des haricots grimpants ils ont été semés au pied de chaque tuteur dans le bonbon. Ouais. En fait, c'est ça. T'as fait des tipis comme ça. Ouais. Ah oui, parce que en fait c'est pour optimiser l'espace de production. Donc il y a une culture qu'on voit à ras du sol, qu'on voit sur l'image de gauche. Il y a toutes les salades qui occupent une grande partie de l'espace au sol avec des pommes de terre. Mm. Et pour mettre de la hauteur, ça amplifie, enfin ça augmente la surface de production en fait. Du coup, à chaque pied, il y a À chaque pied, un repiquage de haricots à rame. là c'est des semis, j'avais fait directement. Ah oui, t'avais fait des semis directs là. Ouais. Et puis, bah là, Et là, aussi en fait, un support horizontal, oui, il y a des fils qui partent du haut, du support, comme ici. voilà, et qui descendent et qui servent de tuteur en fait pour les pieds de tomates, je les enroule en fait autour de la ficelle. Voilà. Donc ça fait, bah vous verrez des photos Bah, plus qu'on tard, avance mais après dans la mm. saison, ouais, bon, ça fait un mur végétal presque. Bon, oui, ça faisait un mur végétal Mm. entre les tomates et les haricots. Donc voilà, vous pouvez voir aussi que là, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, on ne taille pas les tomates. Bon, là, on voit pas trop, C'est après. il y a juste une Mm. pousse, mais
Non, tu veux que je revienne? Non, non, c'est bien, là, c'est une autre partie du jardin. On est de l'autre côté, en fait, Ouais. de l'allée. Là, c'est... ouais, quasiment aussi, ouais. On voit de l'autre côté. Et Si. là, en fait, là, c'est les rangs de fraisiers. C'est des rangs, c'est des fraisiers qui ont été plantés, qui ont été mis tout au printemps, hein, courant mars. Mm. Et avec des oignons qui étaient en plantation mélangée, On vous intercalée. avait montré déjà la photo avec les plants de fraisier et les oignons à côté. Donc voilà, Ouais, fin juin, ce que ça donne. ouais. C'est des plantes, en fait, ça fonctionne très bien ensemble, hein, avec le fraisier, les oignons, l'ail, échalotes, les poireaux. Mm. C'est en fait, en fait, c'est la famille des Aliacées, en fait. Avec les fraises. Avec les fraisiers, Mm. vous pouvez essayer, ça marche très bien. Et il y a le petit bonus, bon, on voit la confiture de fraises, hein. On a fait un petit peu, on a réussi à en faire un petit peu. Et en fait, quand on cultive des oignons ou autres, des poireaux à côté des fraisiers, ça donne un petit goût encore plus parfumé aux fraises. Ouais. Ouais, en fait, on a eu beaucoup de fraises, hein. Il dit qu'on a eu un petit peu, on a pu faire un peu de Bon, confiture, mais c'est parce que j'en mange beaucoup. oui, on a quelques enfants qui mangent beaucoup de fraises, donc ouais, c'était pas évident pour faire les confitures, hein. Pourtant, il y en avait. Alors après, début juillet, eh bien, il y a Oui, les récoltes de pommes de terre. oui, on a commencé à récolter les pommes de terre, hein, en fait. Donc on récolte et ensuite, après, Tout de suite derrière, bah, il y a un espace de libre, donc là, j'avais opté pour semer des carottes, mm, tout de suite derrière. Donc pour voilà, toujours qu'il y ait un espace occupé. Si à la place j'aurais pu mettre d'autres au début juillet, j'aurais pu repiquer des salades ou semer des radis ou mettre d'autres légumes en fait. bah, ce qu'on a fait en fait, parce que là, les carottes, elles avaient pas démarré. Oui, oui, Donc en fait, après, on a mis des radis. oui. Voilà. Donc là, en août, Voilà, bon, c'est un peu la même photo que juste avant. Les oignons étaient ramassés en fait. Sur la partie gauche de la photo, on voit. ouais. Là, il y a plus d'oignons. Ils ont été ramassés. Donc là, on voit bien. Et là, on voit les haricots. On voyait pas tout à l'heure, ils s'étaient pas levés, mais là, bon, ils ont été à l'assaut des tipis. Ils sont rendus jusqu'en haut, même ils s'allongent un peu sur les bambous de travers. Ouais. Et puis les tomates. Là, on voit les tomates. Bon, bah, elles couvrent. Comme elles sont pas taillées, en fait, elles poussent sur 3 ou 4 ficelles. 3 ou 4 Mm. ficelles tuteur, en fait. Mais tous les plants, il n'y a pas d'histoire de gourmand, en fait, dans notre façon de cultiver les tomates. On garde tout ce qui pousse dessus et on les guide, en fait, toutes les pousses, on les guide sur les ficelles. Mm. Et donc, bah, une petite remarque aussi sur le paillage qui est bien évidemment entretenu en été. Oui, C'est bien de garder une bonne couche. Donc souvent, il y a là à côté, il y a un terrain qui a été fauché et avec bah, du foin qui est resté en place. Donc nous, bah, on est parti avec notre petit balai et on est allé récupérer le Mm. foin Oui, ça pour le mettre dans le ouais, jardin, ça pour entretenir la c'est fraîcheur. important, ouais, Mm. là, c'est cette année, en fait, on a commencé à pailler à partir du mois de mai. On a commencé à mettre la première couche au mois de mai et après, on a remis une deuxième grosse couche au mois de juillet. Mm. Juste avant, bah, pendant ou juste avant des gros coups de chaud en fait. Mais c'est important, ouais, de maintenir le paillage assez épais. Et donc en septembre, eh bien, on voit que c'est bien vert. Là, c'est une autre Euh, plate-bande, ouais. c'est une autre plate-bande, ouais. Avec des cardes, chou rave, enfin Ouais. voilà, Et là, en fait, c'est épinards, tout. frisés. Alors, oui, voilà, on fait un peu de tout. Alors, tout ce qui est. Ouais. Voilà, les salades frisées, chou rave, cardes, tout ça, c'est des repiquages en fait de plants. Et épinards, radis d'hiver, bon, ça, c'est du semis. En Et tout a place. été fait d'un coup en fait. C'est une plate-bande qui a été. Tout a été repiqué et semé en même temps. Donc on retrouve les principes de diversité et puis de densité aussi. En Oui, fait, souvent moi c'est quelque chose que bon, bah, j'ai découvert aussi, c'est les plantes sont souvent heureuses de pousser en compagnie.
Oui, Euh, J'avais peut-être l'idée comme ça qu'il fallait laisser un certain espace. Alors c'est vrai quand même certaines fois, mais souvent je sais pas, il y a une émulation aussi par la diversité. oui, parce qu'elles ont une diversité de racines, une diversité de. Il y en a qui font un petit peu d'ombre des fois à d'autres, ça peut leur plaire Mm. au niveau de leurs besoins. Moi, je pense qu'il y a. Bon, et puis c'est un monde un peu inconnu aussi. Je pense qu'il y a d'avoir une façon de communiquer entre elles peut-être. Oui. Et bon, elles s'apprécient. Des fois, il y en a qui s'apprécient pas, hein, mais Mm. bon, en général, ça se passe très bien. Donc là, on est en octobre, Oui, donc les couleurs ont changé. Euh, on voit les butternuts. oui, elles sont en fin de culture, ouais, elles sont en train de mûrir. Et puis, bah, vous pouvez voir aussi que le paillage a changé. On a rajouté des aiguilles de pin. Voilà, oui, Moi, c'est un paillage que j'aime beaucoup parce que ça sent très bon dès qu'il y a un rayon de soleil. Je le trouve pratique aussi. Euh, oui, pour. Après, oui, C'est vas-y. pratique. Bah, c'est très bien, moi, c'est intéressant. C'est bon, c'est un page si vous avez un doute, vous savez pas où le mettre. Si vous avez vous avez moyen de récupérer, c'est pour les fraisiers et les framboisiers, c'est vraiment génial, quoi. Ça fait un paillage qui dure beaucoup plus longtemps que le foin ou la paille. Mm, C'est vraiment pratique. Des fois, il y a des craintes que ça acidifie le sol. Bon, moi, j'y mm, crois pas vraiment parce que on met pas que ça en fait, on mélange avec d'autres paillages. mm, Donc bon, ça s'équilibre. Mais bon, si vous avez un doute, vous pouvez en mettre juste pour eux, quoi. mm. Nous, on a mis un peu partout et ça se passe très bien. Les plantes, elles poussent toutes partout très bien. Et donc, tout vert, là, en octobre aussi. Oui, bah, les plates-bandes, toujours bien remplies, avec toujours l'objectif que ce soit plein de légumes en fait. Et puis, bah, en novembre, bah là, tu étais en train d'enlever, parce que bah, c'était quand même la fin des tomates, même si, vous Oui, voyez, on a encore fait une très belle alors récolte. c'est la fin des tomates à l'extérieur, mais bon, il y a encore celles qui finissent de mûrir dans la maison. Ouais. Et donc, bon, on a pu enlever les structures qui les tenaient, en fait, parce que ça fait partie aussi d'un règlement de- d'une association de jardins en collectivité. Mm. Voilà. Et puis, bah, un beau chou-fleur. Oui, voilà, ouais. Bon, moi, ça, c'est un des choux-fleurs. Bah, c'est le SMIC qu'on avait vu tout à l'heure. Le- qui était dans la boîte, Qui est devenu la grand. première, une des premières images. Ouais. Bon, voilà, il est en fleurs. Donc voilà, maintenant c'est à vous. Oui, À vous de dessiner votre potager, de voir si vous pouvez bah, répondre aux petites questions, à la petite méthode qu'on vous a donnée pour bah, vous lancer bientôt oui. à faire votre propre potager. Puis c'est important de commencer, quoi. Voilà. N'hésitez pas, faut noter, prendre des notes. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter aussi. Et puis bah, vous pouvez nous les poser aussi sur le site. Il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin du Potager. Voilà. Voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, on espère vous retrouver bientôt. Voilà, Bon jardinage!